Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions consacrée à la transition énergétique. Je m'appelle Carole Neal et je suis membre du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac-Deschenaux. Depuis 2023, nous entendons beaucoup parler en Mauricie et au centre du Québec de la vallée de la transition énergétique. Mais qu'est-ce que la transition énergétique? Alors, grâce à nos invités, nous allons tenter de comprendre ce concept sous différents angles. Et aujourd'hui, nous allons nous allons définir l'expression transition énergétique tout en mettant cette expression en perspective avec la notion d'éco-blanchiment. Et pour ce faire, je reçois M. Jean-Pierre Finet, qui est analyste en régulation économique de l'énergie pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie. Alors, bonjour, M. Finet. Bonjour. Selon vous, qu'est-ce que c'est la transition énergétique? La transition énergétique, c'est un certain nombre de changements qu'il faut opérer dans le but d'atteindre une décarbonation de l'économie québécoise. Donc, ça implique, entre autres, une sobriété énergétique, c'est-à-dire une reconfiguration de nos modes de consommation. Par exemple, quand M. Fitzgibbon disait qu'il y a 2 fois trop d'automobiles sur la route, bien, il avait parfaitement raison. Donc, il faut d'abord et avant tout réduire nos besoins. Ensuite, il faut améliorer l'efficacité énergétique, donc l'efficacité avec laquelle on consomme l'énergie. Il y a un gros potentiel d'économie d'énergie qui demeure inexploité et qui pourrait permettre justement de dégager les kilowattheures dont on va avoir besoin pour opérer cette transition-là. Et enfin, ça demande l'ajout d'énergie renouvelable pour compenser ce que l'efficacité énergétique et la sobriété ne pourront pas fournir finalement. Donc, c'est pas mal ces 3 aspects-là qui représentent la transition énergétique. D'après vous, comment on évalue les besoins énergétiques au Québec? Bien, en tout cas, c'est surtout pas comme le fait Hydro-Québec puis le gouvernement à date. Là. On est passé de 100 TWh additionnels à 200 TWh additionnels, là, du simple au double, là, sans justification aucune. Là. Avec le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, là, on dit que ça va nous prendre entre 150 et 200 TWh de plus, ce qui représente pratiquement l'équivalent de ce qu'on produit en ce moment. Là. Et pourtant, il y a un rapport qui a été remis au gouvernement, au ministère de l'Environnement, qui dit que pour faire la transition énergétique, on va avoir besoin de 137 TWh de plus en ne changeant aucune habitude. Là. Donc, si, par exemple, on améliorait le transport en commun et on arrêtait de faire de la conversion de l'auto-solo à essence vers l'auto électrique, bien, on pourrait avoir besoin de moins de 137 TWh pour faire la conversion. Cependant, le problème, c'est que le gouvernement, il voit la transition énergétique puis la crise climatique, je dirais, comme une excellente opportunité de développement économique et priorise le développement économique au détriment de la décarbonation. Par exemple, le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec dit qu'on va allouer les prochains kilowattheures. Là, 75 de ces prochains kilowattheures-là vont être alloués à la décarbonation et 25 à l'industrialisation. Or, c'est tout le contraire qui est arrivé à date, et encore pire. Le gouvernement, à date, dans les blocs de 5 MW et plus que le ministre de l'Énergie se réserve là, comme prérogative d'octroyer, 100 de ces nouveaux kilowattheures-là, ces nouveaux blocs de puissance-là, sont allés à l'industrialisation et aucun n'a été à la décarbonation. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est, entre autres, Northvolt et TES Canada, qui ne contribueront pas du tout à la décarbonation du Québec de par leur production. Là. On a des entreprises comme les Forges de Sorel qui ne sont pas capables d'avoir 16 MW pour convertir leurs chaudières au gaz vers l'électricité avec des chaudières électriques. Donc, le gouvernement se dépêche de dilapider en ce moment toute la marge de manœuvre qu'on a et même la marge de manœuvre future, là, avec les récentes annonces d'Hydro-Québec de parcs éoliens. Le gouvernement a déjà en tête là, de les distribuer à l'industrie plutôt qu'à la décarbonation et à la réduction des GES au Québec en ce moment. On fait du surplace. Là. On ne fait que décarboner de la nouvelle production ou carrément là, octroyer des blocs de mégawatts à l'industrialisation sans égard à la décarbonation. Et donc, le gouvernement met en danger l'atteinte de la décarbonation du Québec ou nous pousse inéluctablement vers des solutions
comme l'hydroélectricité et même le nucléaire. Là. Après, ils vont dire, bien, écoutez, si vous voulez décarboner, puis il va falloir accepter le nucléaire, bien, parce qu'ils ont dilapidé toute la marge de manœuvre qu'on avait. Bien, puisqu'on parle d'industrialisation, j'allais vous poser la question, que pensez-vous de l'affirmation de TES Canada à l'effet que son projet de fabrication d'hydrogène vert participe à la décarbonation du Québec? Bien, n'importe quel fabricant de fenêtres, par exemple, participe à la décarbonation du Québec à ce titre-là. Ce n'est pas la production de tests qui va décarboner quoi que ce soit. Là. Quand le ministre Fitzgibbon disait 800 000 tonnes de GES de réduite avec tests, moi j'en prendrais un par semaine, c'est faux. C'est complètement faux. La production ne décarbonera rien. C'est l'utilisation de cette production-là, éventuellement, en remplacement de combustibles fossiles, qui constituera un projet de décarbonation. Le projet de test, ce n'est pas un projet de décarbonation. C'est un projet d'industrialisation, point. Quand TES prétend qu'en envoyant le gaz renouvelable qu'il va produire là, par l'hydrogène vert, en envoyant ce gaz renouvelable-là dans les tuyaux d'énergie, il prétend qu'il décarbone. Bien, premièrement, il faudrait s'entendre où il va aller, cette production-là. On parlait que le tiers irait dans le transport de marchandises avec des camions qui fonctionnent à l'hydrogène. Il n'y en a pas en ce moment. Là. Et ce n'est pas dans 4 ans qu'il va y avoir un paquet de camions qui fonctionnent à l'hydrogène d'un coup comme ça. L'autre hypothèse, c'est que le 2 tiers de cette production-là irait pour décarboner les clients industriels d'Énergir qui ont des procédés qui sont difficilement électrifiables. Et encore là, Énergir, en ce moment, s'en sert pour faire exactement le contraire. Énergir oblige tous ces nouveaux raccordements résidentiels, commerciaux et institutionnels, pas industriels, à ne consommer que du GNR. Encore là, consommer sur papier, parce qu'il y a 2 de GNR dans le réseau, 98 de gaz de fracturation. Donc, Énergir fait le contraire en ce moment. Pire que ça, vous avez parlé de la vallée de la transition énergétique. Énergir a fait un prolongement de réseau jusqu'à Bécancour pour alimenter les usines des copros et compagnie. Bon, mais il ne se consomme pas 1 gramme de gaz naturel renouvelable par ces entreprises-là qui, selon le plan pour une économie verte, devrait favoriser l'énergie renouvelable. Et donc, ils vont fabriquer des batteries vertes avec du gaz brun. Et donc, vous voyez un peu, c'est toute cette mascarade-là qui constitue l'éco-blanchiment. Donc, le gouvernement, oui, est tant qu'à moi, coupable d'éco-blanchiment, mur à mur. Bien, puisqu'on parle de transition énergétique et d'éco-blanchiment, on va parler du projet de loi 69, intitulé « La loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques ». Alors, vous dites que ça constitue un exercice d'éco-blanchiment. Pouvez-vous nous définir là, en quelques mots qu'est-ce que c'est l'éco-blanchiment et pourquoi c'est un exercice d'éco-blanchiment? L'éco-blanchiment, ça consiste à faire passer comme environnementalement favorable ou vert quelque chose qui ne l'est pas. Donc, on prétend que ce projet de loi-là, ça va être pour favoriser la décarbonation du Québec. Et on vient changer les règles du jeu, même avant de savoir comment on va décarboner l'économie. Et on se dépêche, comme je disais tout à l'heure, de dilapider la marge de manœuvre qu'on a, les blocs de puissance à l'industrialisation plutôt qu'à la décarbonation. Donc, tant qu'à moi, le projet de loi 69 vient faciliter ça. Et tandis que ça ne nous garantit aucunement qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, Mme Fréchette, la ministre Christine Fréchette, lorsque j'ai participé à la commission parlementaire, a dit que le projet de loi avait pour objectif de décarboner le Québec. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le titre du projet de loi, par exemple, mais c'est ce qu'elle a prétendu. Le mot décarbonation n'apparaît même pas dans le projet de loi. Donc, à date, ce qu'on voit, c'est une gestion tout sauf responsable de l'énergie renouvelable qu'on a au Québec. Je ne suis pas d'accord du tout. Tant qu'à moi, la démonstration est loin d'être faite. Quel est l'impact pour vous des énergies renouvelables sur la diminution des gaz à effet de serre au Québec? Encore là, ça pourrait aider beaucoup à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Mais tout ce qu'on fait, c'est rajouter de la production d'énergie renouvelable qui est destinée à de la nouvelle production de biens plutôt qu'à la réduction nette de gaz à effet de serre. On fait du surplace en ce moment. Et le gouvernement utilise aussi les autres programmes d'économie d'énergie, par exemple, pour subventionner la nouvelle production décarbonée plutôt que la réduction des
des émissions de gaz à effet de serre des entreprises existantes. Donc, c'est un vrai problème. Ce n'est pas en rajoutant de l'énergie renouvelable qu'on va régler le problème. C'est vraiment en remplaçant des combustibles fossiles avec cette énergie renouvelable-là, et plutôt que la destiner à de la nouvelle production. Je vais juste vous citer un passage de Mme Fréchette parce qu'elle vient de Trois-Rivières et elle a donné une entrevue au Nouvelliste. Et je reviens un petit peu sur le dossier de Test Canada, pardonnez-moi, mais elle dit que, selon elle, il s'agit d'un projet qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs de carboneutralité, tout en aidant notamment l'entreprise Énergir à atteindre des objectifs d'inclusion de gaz provenant de sources renouvelables dans son offre énergétique. Je vois ça d'un très bon œil, soutient la politicienne. Qu'en pensez-vous? Bon, premièrement, il faut que vous sachiez que la stratégie d'hydrogène du gouvernement du Canada favorise l'exportation d'hydrogène en Europe d'ailleurs, et ils ont même des discussions puis une entente avec les Allemands. La stratégie québécoise de l'hydrogène n'empêche pas l'exportation d'hydrogène. Ne la décourage pas non plus, prétend que c'est pour des besoins québécois. Et encore là, ça reste à démontrer. L'entreprise TES, qui est basée à Bruxelles en ce moment, finalise la construction d'un port méthanier en Allemagne, qui devra recevoir le e-gas ou le GNR produit par ses filiales à travers la planète, qui vont liquéfier ce gaz-là, le mettre dans le bateau, l'envoyer en Europe et, à partir de là, eux vont soit le redistribuer sous forme de gaz naturel renouvelable ou le reséparer en molécules d'hydrogène vert et en molécules de carbone organique et ensuite le revendre sur les marchés européens. On n'a même pas besoin de port méthanier ici à Shawinigan pour pouvoir exporter ce GNR-là, cette production-là. TES pourrait facilement la mettre dans le tuyau d'Énergir, Trans-Québec Maritime, payer pour son transport de cette molécule-là jusqu'à Boston, le faire liquéfier, le mettre dans un méthanier à Boston et l'envoyer en Europe. Dites-vous que si Énergir ne prend pas la production de TES à un prix européen, bien, les Européens vont le prendre. Donc, ça va être disponible aux entreprises québécoises à Énergir, mais au prix de l'Europe. Donc, ça risque d'augmenter les coûts de décarbonation au Québec. Je vous remercie beaucoup, M. Finet, d'avoir participé à notre émission. C'était extrêmement intéressant et très instructif. Bien, merci beaucoup. Et à vous toutes et tous, je vous invite pour la prochaine émission sur la transition énergétique et bonne semaine.